Bonsoir à tous, bienvenue à cette autre soirée sur la dentisterie vétérinaire. Mon nom est Hélène Perra, je suis vétérinaire, mais je suis la modératrice. C'est moi qui aide docteur José Marcoux à répondre, à modérer la soirée puis lui rediriger les questions. Donc, avant de la présenter, je veux juste vous tenir au courant de quelques petites... la prochaine soirée aura lieu lundi le 16 mai. Et ce soir, on va parler des masses orales bénignes. Le lundi 16 mai, ça va être la portion sur les masses orales malignes cette fois-là. Donc, je vais envoyer l'invitation par courriel, donc une infolette. Si vous avez des courriels, surtout avec Microsoft, là, les adresses Microsoft 365, le filtre pour les spams est très, très fort. Donc, regardez dans vos indésirables, ça se peut que ça soit là. Vous allez recevoir l'enregistrement de ce soir, l'invitation pour la prochaine soirée. Et vous allez aussi pouvoir vous inscrire et recevoir le lien comme vous avez reçu ce soir. Autre chose, je tiens à le mentionner à chaque fois maintenant, depuis, je pense, ça fait un an et demi que l'OMVQ a changé sa règle. On n'a plus besoin de faire pré-approuver la formation d'avance. Donc, si vous assistez à peu importe le type de formation qui est donnée par un spécialiste ou quelqu'un avec une résidence complétée, parce qu'on n'a pas le droit de dire spécialiste pour dentisterie, eh bien, vous pouvez ces formations-là les rapporter dans la formation continue dans votre dossier à l'OMVQ. Donc, ce soir, étant donné qu'on parle pas de produits, on parle pas de médicaments, c'est pas une soirée de démonstration pour l'industrie, vous allez pouvoir rapporter cette formation-là. Vous n'avez pas besoin d'un certificat non plus. Donc, c'est vraiment basé sur la bonne foi et le bon jugement des vétérinaires. Je vais vous présenter José. Là, je pense que je vois les noms. Là, il y a quand même plusieurs habitués, mais ça me fait plaisir de la représenter. Alors, docteur José Marcoux, avant d'être vétérinaire, elle était acupunctrice. Je trouve ça toujours très sympathique. Ça montre le petit côté holistique de José. Et elle est très bonne aussi en rénovation. C'est un petit castor bricoleur, ça. Mais ça va bien avec le côté dentisterie. Elle a gradué en 2016. Elle a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire de la faculté. Ensuite, elle a déjà, au premier cycle, elle savait qu'elle voulait aller en dentisterie vétérinaire. Fait qu'elle a fait plein de stages en dentisterie. Elle a entamé sa résidence. Elle l'a complétée en 2020. Elle a déjà passé son board théorique. Félicitations encore. Le board pratique, tout dépend de comment cette belle COVID va évoluer parce que le board pratique se fait aux États-Unis. Et depuis novembre 2021, je suis mêlée. Non, 2020, tu es avec Yvette Mobile. Oui. C'est ça, hein? Et là, depuis, avec la COVID, on perd la notion du temps. Donc, depuis novembre 2020, elle travaille au sein de l'équipe d'Yvette Mobile. Donc, elle se promène au sein des établissements vétérinaires de Montréal, Montérégie, Laval, et elle va faire des procédures puis des évaluations de vos petits patients. Donc, José, veux-tu présenter rapido ton service, comment les gens peuvent procéder pour obtenir tes services? Oui, certainement. Donc, souvent, ça commence par des courriels, vous avez des questions, mais normalement, vous remplissez une requête de consultation. Puis moi, habituellement, c'est les vendredis, je vais me rendre sur place, puis je vais évaluer le patient en personne. Ça se fait sous le mode consultation interne. Donc, le client dépose l'animal le matin. Moi, je passe quelque part dans la journée. Étant donné que je fais un trajet, là, qui fait du sens logistiquement, là. Fait que je ne peux pas toujours vous dire une heure, mais j'arrive dans la journée, là, je vais regarder le patient moi-même, si jamais il y a des petites choses qui n'ont pas été vues. J'aime ça aussi, les ausculter, avoir une petite idée de leur tempérament, etc. Et puis là, je remets un rapport très détaillé à vous et au client avec toutes les options, les estimés, puis on a la chance aussi de parler ensemble de c'est quoi les options pour ce patient-là. Et puis, si les gens acceptent, il ne vous reste plus qu'à remplir une requête de chirurgie. Et puis là, on regarde avec vos disponibilités et les nôtres à quel moment on peut y aller. En général, c'est les mardis, mercredis, jeudis qu'on fait les chirurgies. Et puis, le jour de la chirurgie, j'arrive avec mes techs, mon matériel. C'est pratiquement clé en main. Là. J'ai mon monitoring d'anesthésie, j'ai pratiquement tout. Ça nous prend votre table, votre générateur à rayon X, puis votre machine d'anesthésie. Puis, je pars tout seul dans mon coin. Vous êtes les bienvenus à venir voir si vous voulez, mais en général, on est assez autonome.
Puis, à la fin de la journée, ben, je vous refais un transfert, je vous explique ce qui a été fait. Et puis le patient est prêt à repartir. Parfait. Le formulaire, en passant, va bientôt, on est en processus de faire une refonte du formulaire. Je pense que vous allez l'aimer. C'est un formulaire électronique, donc vous pouvez le compléter sur votre cellulaire. Moi, je trouve qu'il va bien, là. C'est sûr, c'est moi qui le fais, fait que je le trouve extraordinaire, mais non, honnêtement, là, je l'ai fait sans mes lunettes, donc je pense qu'il se remplit assez bien. Et selon la case que vous allez cocher, il y a des champs qui vont s'ouvrir. Donc, c'est juste une demande d'information versus une demande pour une évaluation, ça va être des champs un peu différents. Puis il y a même une section où vous allez pouvoir attacher les dossiers, les radios. Et il y a même une petite question où vous allez pouvoir enregistrer un message puis dire Hey José, en passant, blablabla, et on va pouvoir l'écouter. Donc, ça devrait être prêt au cours du prochain mois. Fait qu'on va vous le dire. De toute façon, ça va être sur le site web. Ça va remplacer le PDF existant. Je pense que ça va faciliter la vie de tout le monde. Puis vous allez recevoir une copie de votre par courriel de la requête que vous allez avoir envoyée. Donc, si vous avez besoin de la changer, ça va être possible. Fait que ça s'en vient. Stay tuned. Juste avant de laisser José commencer, en passant, si vous avez des questions, vous voyez en bas, il y a le chat puis le Q&A. Donc, si vous avez des questions, c'est les 2 modules que vous pouvez prendre pour poser vos questions. Vous pouvez même poser des questions à haute voix, là, mais d'habitude, le monde ne font pas ça. Vous devez lever la main, puis je vais vous donner, si vous voulez parler, levez la main, je vais vous donner l'accès, c'est moi qui contrôle ce module-là. Donc, gênez-vous pas. Alors, José, on the dance floor. Fait que je voulais faire, la dernière fois, il y a quelques mois, on avait fait comme des petits cas cliniques, là, et puis je me rends compte que le vocabulaire et puis les mots pour tout ce qui est masse, ça a l'air vraiment difficile, mais honnêtement, je vous comprends. Quand j'ai étudié mon board, j'ai fait un résumé de chaque tumeur. Fait que j'avais mon titre avec ma tumeur, puis la première ligne, c'était « Autre nom ». Et par tumeur, des fois, j'avais jusqu'à 7 noms différents pour la même tumeur. Donc, je comprends qu'il y ait de la confusion. Ça a comme été fondu et refondu. Des articles ont été publiés, ils ont essayé de changer la nomenclature 74 fois. Il y a comme plusieurs tumeurs qui sont devenues une seule. Il y a une seule tumeur qui est devenue plusieurs. À force que l'histo, puis les trucs, là, ça s'améliore. Fait qu'on va essayer de faire un petit peu de ménage parce que j'avoue que c'est tough. Moi-même, ça a été ardu pour démêler ça. Fait que je vais vous faire la version courte aujourd'hui. Fait que là, tu vas nous dire les épulis, on n'a plus le droit de dire ça. C'est fini, épuli. Moi, je vois ça partout, mais on n'a plus le droit de dire ça. Non. Parfait. Fait qu'épuli, en gros, ça veut dire masse sur la gencive. Fait que c'est comme un peu vague. Puis je pense qu'il reste un nom de tumeur où ce qui est vraiment épuli dans le nom, mais le reste a tout été remplacé par d'autres mots. Fait que épuli, c'est out, là. C'est out. Je sais pas. Je vais commencer par cette photo-là. Puis, en passant, je vois quelques noms de nouveaux. Gênez-vous pas de poser vos questions au fur et à mesure, là. C'est très convivial. Oui, pas de stress, là. Puis, tu sais, moi-même, c'est très informel. J'ai pas un PowerPoint, là. Je fais juste comme je sors des photos, puis on jase, puis voilà. Bon, fait que je vais aller commencer par les bosses sur la gencive. Il y en a 3 sortes, finalement. C'est pas exactement des tumeurs, mais bref, c'est des bosses, puis c'est des excroissances, puis on va en jaser, parce que c'est quand même relativement fréquent. Fait que la première chose, ça serait ce qu'on appelait autrefois l'hyperplasie gingivale. Donc, les 3 prochaines entités dont je vais vous parler, là, c'est vraiment des entités qui se trouvent dans la gencive attachée. J'ai-tu une photo de gencive attachée quelque part? Peut-être ici. Fait que la gencive attachée, ça se trouve à être, vous voyez mon curseur? C'est comme la partie là, qui est comme plus tough, là, puis qui est raide à élever. Puis c'est pas la partie toute lousse là, qui en fait se trouve avec la muqueuse alvéolaire. Fait on parlait des excroissances qui se situent là, dans cette section-là. Fait que l'hyperplasie gingivale, ou ce qu'on appelait avant hyperplasie gingivale, en fait, ça s'appelle encore comme ça. C'est juste que on s'est comme un peu mis d'accord pour dire que c'est un diagnostic histologique. Puis tant qu'il n'y a pas de biopsie de fait, on ne devrait pas dire hyperplasie gingivale parce que c'est comme une supposition. Fait que le mot maintenant, c'est élargissement gingival. Fait que gingival enlargement.
Fait que toutes les masses qui se trouvent dans la gencive, si vous n'avez pas fait d'histo dans votre dossier, vous devriez écrire gingival enlargement ou élargissement gingival ou excroissance gingivale parce qu'on n'a pas d'histo avec nos yeux. Mais si vous faites de l'histo, souvent, ça va vous sortir 3 choses possibles. Fait que l'hyperplasie gingivale, le focal fibrous hyperplasia, fait que l'hyperplasie focale fibreuse, ou un POF de son petit nom, fait peripheral odontogenic fibroma, ou encore une fois en français, c'est une traduction libre, là, j'ai pas officiellement de contrôle là-dessus, là, mais ça serait un fibrome odontogénique périphérique. Fait que c'est 3 petites masses qui se retrouvent dans la gencive attachée, puis on va essayer de les différencier. Fait que l'élargissement, l'hyperplasie gingivale, là, qui est généralisée, c'est un peu comme les 2 premières photos qu'on voit ici. Fait que, oui. Est-ce que tu pourrais agrandir, s'il te plaît, pour qu'on le voit un petit peu? Oups, t'as peu. On va enlever ceci. Comme ça, mettons. Super, merci. Bien vu. Mais t'as peu, je vais tasser ma face qui est dans le milieu de l'écran. Fait que quand on a la forme généralisée, il peut y avoir 3 causes. Fait qu'on sait qu'il y a certains médicaments qui vont causer ça. Fait que la cyclosporine est comme le classique. Il y a les bêta-bloquants. Et puis, il y a un certain antiépileptique, là. Oh boy, hey, mon board est loin, hein? J'ai déjà oublié c'était quoi la classe. Bref, je me rappelle pas, c'est dans les antiépileptiques. Fait que si vous avez un patient qui est sur cette médication-là et qui a des l'hyperplasie gingivale ou des élargissements gingivales généralisés, l'idéal, ça serait de changer de médication. Si ça, c'est pas possible, on peut aller en chirurgie puis redonner un contour normal à toute la gencive, mais ça va revenir. Fait que c'est ça qu'il faut comme avertir le client que tant que la médication est en place, ça va toujours revenir. Et puis, si on arrête la médication, c'est possible que les lésions régressent d'elles-mêmes sans chirurgie. Je ne sais pas si le contour va devenir vraiment parfait, mais ça peut, en très grande partie, là, soulager le patient de simplement changer de médication sans aller en chirurgie. Fait que les conséquences d'avoir une bouche qui ressemble à ça, là, avec toutes les excroissances de gencive, c'est que la gencive embarque par-dessus la dent et puis ça fait ce qu'on appelle une pseudopoche parodontale. C'est-à-dire que je n'ai pas de perte osseuse, mais évidemment, j'ai toutes sortes de débris que vous pouvez vous imaginer pris entre cette masse-là et la dent. Évidemment, c'est impossible de brosser. Là, le client ne pourra pas atteindre cet endroit-là. Fait qu'on va avoir du tartre, de la plaque, du poil, plein de belles choses que j'ai trouvées dans ces excroissances-là. Et puis ça va précipiter la maladie parodontale. Ça veut dire que peut-être qu'au début, mon os va être encore à sa hauteur normale. Ma crête alvéolaire va être à la jonction en milieu sémentaire. Mais au fur et à mesure que ça va se ramasser plein de cochonneries, ben ça va... Évidemment, mon sulcus là, est envahi de bactéries, puis ça peut éventuellement mener à des vraies poches et à de la vraie maladie parodontale. Fait que c'est pour ça qu'on va vouloir le traiter. Est-ce que tu peux répéter les médicaments, s'il te plaît? Cyclosporine, bêta-bloquant, et l'autre, au pire, je l'enverrai dans le courriel qui suit, là, c'est une classe dérivée de phénitoïne. Hein, tu vois, mon cerveau vient de sortir ça. Il y a une certaine classe d'antiépileptiques qui en font partie. Et même si votre patient est là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il va en faire. Mais s'il en fait, il faut essayer de trouver une alternative ou alors on traite, mais en sachant que ça va revenir. Puis le traitement, en fait, consiste à aller avec... on a 3 sortes d'instruments qu'on peut utiliser, soit une lame de bistouri, soit une fraise, diamant ou des fraises à 12 flûtes. Là, on a comme des fraises spéciales pour couper ça, ou la radiochirurgie. Puis, on va vouloir venir redonner un contour normal, festonner avec 2 mm de profondeur de sulcus, une belle pente pour dévier la nourriture. Puis, on va vouloir retailler la gencive à la forme qu'elle devrait avoir pour empêcher ou du moins ne pas précipiter la maladie parodontale. C'est quand même... Excuse-moi, là, je me lance. C'est moi pour les questions, je suis en pratique, là. Mais là, est-ce que ça saigne beaucoup? Tu mets-tu quelque chose par-dessus? Tu sais, au niveau, comment tu gères ça? Ouais.
Fait que si, en fait, moi, la radiochirurgie, j'en ai pas. J'ai certains collègues qui en ont, puis honnêtement, c'est à peu près une des seules choses pour lesquelles j'aimerais avoir de la radiochirurgie, parce qu'avec la radiochirurgie, ça saigne très peu. L'entre-deux avec ça, c'est avec la fraise. Fait que soit la fraise diamant ou la 12 fluted burr, ça saigne, mais c'est pas si pire. Tu sais, ça soigne, mais on fait une bonne pression, là, puis c'est sûr qu'une fois que le patient se réveille, tu sais, oui, il va avoir la salive teintée de sang, mais ça pisse pas, là. Puis la lame, c'est ça qui saigne le plus. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler les gros morceaux là, à la lame parce que tu sais, passer là-dedans avec la fraise, ça va être interminable. Là. Fait que je vais enlever le plus gros avec ma lame, puis je vais finir avec la fraise. Puis la fraise, ça cautérise quand même pas si pire. Mais oui, c'est quelque chose qui va saigner, mais pas, pas pour transfuser le patient ou rien de ça. Là, même pas, je serais même pas inquiète de son hématocrite. Fait que c'est un petit peu sanglant, mais c'est ça. Fait que c'est à peu près un des seuls temps que je suis jalouse de la radiochirurgie de mes collègues. Ou parfois, il y a de vos cliniques qui en ont. Hein. Fait que ça serait une fois que je l'emprunterais. Sinon, on peut avoir aussi cette condition-là chez des patients qui ne prennent pas de médicaments. Fait que les boxers sont renommés pour ça. Fait que, il y a probablement de la génétique là-dedans parce qu'on voit vraiment beaucoup plus de boxers que d'autres races. Mais il y a plein d'autres races, c'est possible aussi, là. Fait que quand on parle du boxer, on se dit que c'est probablement un petit peu génétique. Et puis, sinon, il y a des patients un petit peu randomly qui vont en faire. Et puis, il faut toujours avertir les gens que c'est possible que ça revienne, puis probablement que l'animal va avoir quelques traitements au cours de sa vie. Ça ne revient pas dans 2 mois, là, mais tu sais, ça se peut que, disons, si on a la chance de faire des soins une fois par année sur ce patient-là, il va peut-être avoir des touch-ups. Mais tu sais, si le patient n'a aucun soin dentaire pendant 5 ans, bien, probablement qu'après 5 ans, on va être revenu au point de départ. Fait que de contrôler la plaque, de brosser les dents à la maison et de faire les soins dentaires professionnels à chaque année vont aussi beaucoup, beaucoup diminuer le risque et la quantité de récidive. Donc, il faut avertir les clients, puis il faut vraiment les pousser à brosser les dents dans ces cas-là. Ça va être vraiment plus payant pour eux de faire ça. On a une question sur la fraise. Peux-tu donner un peu plus de détails sur... Oui, fait que football diamant, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, non? Oui, parce que tu en as parlé dans... Je ne vois pas. Mais non, mais parce qu'il y a plein de cliniques où je vais où il y en a, là, des fraises diamants. Là. Fait en fait, football est en forme de football. Là. Il y a vraiment, c'est pas original dans le nom. Là. Puis diamanté, fait que ça coupe. C'est fibreux, hein, ça. Là, fait qu'attendez-vous à changer de lame puis à changer de fraise quelques fois pendant la chirurgie. Là. Fait que la fraise diamantée va souvent faire un beau contour que je trouve. C'est important de ne pas toucher les dents avec la fraise. Si on veut refaire notre feston, on veut refaire notre belle petite pente. Ben c'est ça, il faut y aller délicatement. S'assurer de ne pas accrocher les dents. Puis l'autre, c'est la 12 fluted burr. Est faite, c'est d'une fraise à gingivectomie, c'est ça son nom. Elle a comme, ben, elle est un petit peu en forme de football aussi, mais elle a comme 12 entailles dedans. Puis c'est ça. Je l'aime quand même pas. J'aime ça travailler avec ça. Je trouve que ça va. OK. Une autre question. En fait, je passe plus qu'une fraise dans ma procédure là, sur un chien comme ça. Combien? Ah, j'en passe plus qu'une. OK. Fait quoi, facilement 2. Là. Puis, tu sais, je veux dire, l'image qu'on a à l'écran, j'ai déjà vu pire. Tu sais, lui, il est pas pire, mais des fois, on voit plus les dents, puis même, le patient ferme la bouche, puis on voit, tu sais, comme les gencives toutes gonflées au travers des lèvres. Là. Fait que ça c'est comme les gros cas où ça, on peut passer facilement 4 heures en chirurgie, là, c'est déterrer les dents pour donner un contour à chacune des dents. C'est vraiment long. Tu sais, celui-là, j'appellerais comme modéré. Puis des fois, on en a qui c'est... La gencive est comme gonflée un petit peu partout, mais ça ne cache pas encore les dents. Mais dans ce cas-là, c'est la même chose. On veut redonner un contour qui est normal. Mais ils sont beaucoup moins pires que ça. Mais il y a des chiens qui réagissent plus à la plaque puis qu'il faut entretenir un petit peu plus que les autres. Okay. Question pour les gros cas. Est-ce que tu fais des blocs? Puis oui, effectivement. Et l'autre question, est-ce que tu as un type de bloc particulier ou... en fait, c'est mes mêmes préférés que d'habitude. C'est-à-dire que l'infraorbitaire va geler surtout la lèvre. Fait que ce qui est préférable, c'est de faire des maxillaires quand on veut travailler au maxillaire. Donc, soit en entrant dans le foramen infraorbitaire, mais en allant porter notre aiguille profondément jusqu'à
dans le fond, la sortie du foramen où il se retrouve à être, en fait, le foramen maxillaire, ou on peut le faire extra-oral, là, à l'arrière de la bouche. La discussion n'est pas dans les blocs aujourd'hui. Fait que bref, en haut, je fais toujours un maxillaire, puis en bas, je fais toujours un mandibulaire. Fait que, en même chose, là, les blocs mentonniers il y a eu des études qui ont montré qu'ils sont super imprévisibles, puis on ne sait pas ce qu'on gèle la moitié du temps, puis des fois, ça gèle au prémolaire, des fois, ça gèle juste les incisives, juste la lèvre, blablabla. Fait qu'on n'en fait plus, on fait juste les mandibulaires. Parfait. Maintenant, pour l'analgésie au retour à la maison, qu'est-ce que tu donnes? Pratiquement tous mes patients repartent avec un AINS à moins qu'il y ait une contre-indication quelconque. Puis, si je fais la grandeur de la bouche comme ça, là, d'habitude, il va s'en hériter un deuxième. Là, fait que, si c'est un petit chien puis qu'on peut se permettre de la vue de près, tant mieux. Sur les gros chiens, évidemment, ça coûte une fortune. Là, fait qu'on se retient avec gabapentin, c'est souvent mon go-to là, pour l'analgésie. OK. Et puis, est-ce que niveau coût, est-ce que tu as un frais particulier pour les clients pour ton matériel chirurgical? Ah, non, ça rentre dans mon temps de chirurgie que je calcule, là, mais le fait de changer de fraise, je ne rentre pas ça. Mon frais n'est pas détaillé à ce point. Mais je vais je vais baser sur combien de temps je pense que ça va me prendre, là, parce que une bouche, là, c'est vraiment qu'on ne voit plus les dents à grandeur, là, c'est très, très long. Fait que rendu là, c'est pas de changer de fraise 2 fois qui va changer mon prix, c'est le fait que je vais être là pendant 4 ans. Parfait. Pour l'instant, on a passé à travers les questions. OK. Moi aussi, je vois juste les petits chiffres là, qui s'allument en haut. Fait que ça serait pas mal mon speech d'hyperplasie gingivale. Est-ce que c'était tout pour le point de vue médical, là? On recommande toujours de faire des biopsies parce que au travers de ça, il peut se cacher d'autres masses. Même si ça a l'air d'être tout pareil, là, c'est pas rare qu'il y ait des puffs au travers, puis de temps en temps, il y a même des tumeurs malignes qui sont comme camouflés au travers de ça. Fait que, si je vous récite le textbook, ça va dire de toujours envoyer ça en histopathe. Des fois pour limiter les coûts, etc., etc. Si c'est le cas classique du boxer, bon. Vous faites ce que je vous voulez, mais je l'ai dit. Voilà, j'ai envoyé l'information dans l'univers. Non, là, je vais baisser. Fait que ça serait un autre cas d'hyperplasie gingivale généralisée, là, mais qui est beaucoup moins pire. Mais, je veux dire, on voit que les contours sont complètement anormaux. La gencive, elle devrait arriver vraiment en forme comme de cône sur les dents, justement, pour que ça... Je ne sais jamais c'est quoi le mot « deflect » en français. Ça dévie la nourriture quand on mastique. Tandis que ça, là, si on a plus une marge d'escalier, il y a plus de chances que la nourriture vienne s'imbriquer dans notre sulcus et causer la belle maladie parodontale. Maintenant, autre entité, ça va être celle-là, qui est hyperplasie focale fibreuse. Où on a, ça ressemble à l'hyperplasie gingivale, mais c'est comme à 1 ou 2 spots, ou 3 ou 4, mais c'est pas généralisé. Fait que vous allez vraiment avoir une bosse dans la gencive attachée à une coupe de place, ou des fois juste une. C'est ça, c'est pas la même chose que l'hyperplasie gingivale, puis histologiquement, c'est pas la même chose. Là. Dans les deux cas, c'est des anomalies du tissu fibreux et du collagène, là, mais bon, je vous épargne les détails. Et puis, l'hyperplasie focale fibreuse est pratiquement toujours en réaction à la plaque dentaire. C'est toujours parce qu'il y a du taf, parce que ce patient-là réagit en faisant de l'inflammation, en faisant des petites masses là, par rapport à la plaque sur ses dents. En fait, le traitement est exactement le même, c'est-à-dire on va couper ça, on va refaire un contour gingival qui a du sens, et puis on va avertir le client que l'hygiène est très, très importante dans ce patient-là en particulier, et que si ce n'est pas fait, il y a des chances que ça revienne. Dans tous les cas, ça n'envoie pas de métastase, ça ne fera jamais rien de plus que de précipiter la maladie parodontale si ce n'est pas traité. Ça, c'est bon. Et mon dernier... J'ai une autre photo dans un autre... Ici, j'en ai plein. Mon petit dernier, c'est mon POF.
Ça, je m'étais fait un beau document parce qu'au board, ils peuvent nous montrer n'importe quelle photo de n'importe quel article. Il faut que tu calles c'était quoi la tumeur. Fait que je m'étais fait un beau petit quiz de tous les articles. Il y en a un ici, c'est juste que je ne le trouve pas typique. Il y en a un autre plus beau ailleurs, mais ça, c'est plus typique. Fait que notre fibrome odontogénique périphérique, celui-là est considéré plus comme un néoplaste, c'est-à-dire que c'est pas en réaction à la plaque, c'est pas inflammatoire, c'est un néoplaste. Par contre, c'est un néoplaste complètement bénin qui n'envoie aucune métastase. C'est presque toujours dans la gencive attachée. Et parfois, ils vont être calcifiés, c'est-à-dire que si on prend une radio de ça, on va voir une espèce de popcorn d'os. Je pense que c'était l'épulie fibromateux avant. Fait que maintenant, c'est le Peripheral Odontogenic Fibroma, fait que fibrome odontogénique périphérique. Ça vient, bon, en fait, il y a un petit peu d'ostination dans la littérature, là, ça viendrait probablement des cellules du ligament gingival. Fait que le ligament qui attache la gencive après la dent ou la gencive après l'os alvéolaire. Ce qui fait que quand on voit cette lésion-là, on a deux choix. En fait, on recommande de les enlever parce que ça peut devenir assez gros et puis éventuellement, les patients se croquent. Fait que ça finit par nuire à l'occlusion. Puis une fois que le patient se croque, ça devient ulcéré, ça saigne. Ça peut devenir quand même assez gros. Une noix de Grenoble, mettons. Si on fait juste les enlever en taillant la gencive, tel qu'on l'a fait pour les deux autres entités avant, ça va revenir. C'est ça qui est étonnant. Il faut soit aller l'enlever en utilisant quelques millimètres de marge. Puis ce qui arrive quand on fait ça, c'est qu'on n'a plus aucune gencive attachée pour refermer autour de notre dent. Donc, si vous faites ça en pratique, on va vous recommander d'enlever la dent qui est associée à cette masse-là. Si les clients veulent absolument sauver la dent, parce que c'est souvent associé aux canines, moi, ça peut être possible pour moi de faire des lambeaux transposés, c'est-à-dire je vais prendre la gencive qui est ici ou la gencive qui est là, je vais refaire un lambeau avec ce qui reste comme tissu. Mais c'est évidemment que si j'enlève tout ça ici, il ne reste plus aucune gencive attachée pour fermer ça. Fait que moi, je peux faire des choses un petit peu plus funky. Il faut quand même aviser les clients que ça se peut que ça revienne, étant donné que je ne fais pas une excision en bloc de ça. Par contre, ce n'est pas des tumeurs super agressives. Puis moi, ça m'arrive quelquefois de discuter avec les gens. Mes chiens a 10 ans. Si ça revient dans 2 ans, si vous préférez qu'il garde sa canine, le POF, il ne va jamais dégénérer en quoi que ce soit de plus méchant. On s'arrange juste pour que le patient ne se le croque pas, puis soit confortable, puis ça finit là. Fait que c'est un peu la différence entre les trois masses là, qu'il y a sur la gencive. Fait que cela, c'est une réelle tumeur, c'est-à-dire que c'est vraiment des cellules là, qui ont poussé de façon accélérée, tandis que les deux autres, c'est des réactions plutôt inflammatoires. Mais dans les 3 cas, ça ne fait pas de métastase, à part que le chien se les croque puis que ça précipite la maladie parodontale. Ça n'aura jamais de conséquences systémiques pour le chien. Des fois, les POF aussi peuvent aller, vu qu'ils sont ossifiés, là, ils peuvent aller jusqu'à déplacer les dents. Ça, c'est un petit peu plus tannant. Je pense que j'ai d'autres images. C'est rare, mais ça existe aussi chez le chat. Puis chez le chat, ça a tendance à être comme plus multilobulé comme ça. Fait que ça, on va recommander vraiment l'excision en bloc, mais honnêtement, c'est super rare. Si vous voyez ça sur un chat, appelez-moi, je vais trouver ça très cool. Bon, j'ai pas d'autres images de POF, même si moi j'en ai là. C'est assez typiquement sur la canine. Puis souvent, les chiens, les Boston terriers là, sont comme prédisposés à faire ça, on dit. Si vous lisez dans la littérature, ça va probablement vous dire de l'exciser en bloc en prenant plusieurs millimètres de marge. Là. Il y a une école de pensée qui recommande l'excision en bloc. Il y a une autre école de pensée qui trouve que c'est vraiment trop agressif et puis qu'on va recommander juste l'excision avec quelques millimètres. Mais bref, on discute avec le client puis on voit qu'est-ce qu'il veut faire, mais dans tous les cas, ça ne fera pas de net. Fait que, le pire, on risque une récidive. Ce n'est pas trop la fin du monde. Bon, la mauvaise nouvelle pour différencier ces 3 entités-là, c'est que ça se ressemble pas mal.
Fait que l'hyperplasie ou l'élargissement gingival généralisé, ben, quand il est généralisé, il y a à peu près juste lui qui fait ça. Par contre, entre l'hyperplasie focale fibreuse et les POF, c'est vraiment facile de se tromper. Même moi, là, à les regarder, je ne peux pas vous dire. Puis, c'est possible d'avoir plus qu'un POF dans le même chien. C'est possible d'avoir plus qu'un spot d'hyperplasie focale fibreuse dans le même chien. Fait que le fait de dire que c'est multifocal ne va pas m'aider dans mon différentiel. Fait que c'est pour ça qu'à ces moments-là, la biopsie peut être intéressante pour faire la différence. Malheureusement, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut aspirer parce que dans les 3 cas, c'est super fibreux. Puis moi, j'ai jamais réussi à en faire exfolier un. Même avec le patient sous anesthésie, là, puis que je peux me gâter en masse, là, comme ça exfolie pas. Fait que biopsie, c'est vraiment la seule façon de le diagnostiquer. Par contre, le POF va être vraiment le seul qui va se calcifier à la radio, tandis que l'hyperplasie focale fibreuse ne va pas faire ça. Puis dans tous les cas, je m'attends vraiment pas à avoir de destruction osseuse. Fait que, si j'ai de la lise autour de la dent, si j'ai une apparence limitée, quoi que ce soit, je vais vraiment penser que c'est autre chose. Puis je m'en irai pas faire une biopsie excidionnelle là-dessus, là, parce que je vais vraiment penser qu'on a affaire à autre chose. Fait que les bosses sur les gencives, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Après ça, on va passer aux autres petites tumeurs ou d'autogènes. Pour l'instant, tout est beau. Tout est tranquille. J'espère que ça a démêlé ces 3 affaires-là, entre l'hyperplasie focale fibreuse puis l'hyperplasie gingivale, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre que c'était 2 choses. Là. Fait qu'il y en a un qui est comme plus circonscrit, l'autre qui est plus généralisé, mais dans les 2 cas, c'est inflammatoire puis c'est lié à la plaque. OK, on va essayer de trouver une belle image de CAA. Voyons, il y a rien que ça des CAA dans la vie d'habitude. Ah, OK. Ça n'est un pas pire. Fait que je crois que lui, c'était l'épuli acanthomateux avant, qui est maintenant l'améloblastome acanthomateux canin. C'est-à-dire c'est important de rajouter le canin parce que c'est vraiment une entité qui est propre au chien, qui ressemble à une tumeur qui est possible chez l'humain, mais elle a vraiment des caractéristiques cytologiques qui sont typiques au chien. Fait qu'elle a vraiment été rebaptisée Canine Acanthomatous Ameloblastoma. Fait que le CAA pour les intimes. CAA peut avoir 2 types d'apparence. Il y a une apparence qui est vraiment plus lithique, qu'on appelle plus intra-osseuse, puis il y a une apparence qui fait vraiment plus une masse qui dévie les dents, qui pousse en grandissant, qu'on appelle plus extra-osseuse. Par contre, point de vue pronostic, c'est le même pour les 2, puis on a essayé de voir, il y a plein d'études, là, est-ce qu'il y a plus de mitose dans un, est-ce qu'il y a plus de ci, plus de ça, puis bien qu'ils ont 2 types d'apparence, ils ont 2 types d'apparence à la radio, ça reste une entité, puis pronostic est même dans les 2 cas. Fait que c'est une tumeur qui est plus typique des grands chiens, qui, comme je dis, peut dévier les dents, peut avoir des lésions dans l'os. La bonne nouvelle, pourquoi on la classe comme tumeur bénigne, c'est comme la plupart des tumeurs odontogènes, en fait, c'est qu'elle ne fait pas de métastase. Fait que si on se rappelle la différence entre une tumeur odontogène et les autres, odontogène, c'est que ça vient du tissu des dents. Fait que dans l'embryologie, là, on a la papille, on a le follicule, on a le belle, on a toutes sortes de belles petites cellules qui forment les dents. Puis quand eux se transforment en tumeur, mais ça donne une tumeur odontogène. Fait que toutes les autres tumeurs qu'on peut avoir ailleurs dans le corps, comme le sténosarcome, le fibrosarcome, le carcinome spinocellulaire, mais c'est des non-odontogènes parce qu'ils peuvent être ailleurs. Ils viennent juste des tissus de support. Fait que les tumeurs odontogènes ne peuvent pas être ailleurs que dans la bouche parce qu'il n'y a aucun autre endroit où, évidemment, on a des cellules germinales des dents. Fait que notre CAA, ça va être notre... probablement, c'est quand même assez fréquent dans la catégorie des tumeurs. Fait qu'il ne fera jamais de métastase. Par contre, est très destructif localement. Ça peut faire de la lisse, ça peut englober plusieurs dents, ça peut gruger l'os. Puis si on le laisse aller, mais ça grossit évidemment, ça peut devenir assez gros. J'en ai déjà vu, c'est dans un Shetland, mais ça avait la taille d'une petite clémentine. Fait que là, je veux dire, ça commence à être gros, là, puis
c'est bien beau de dire que tu n'as pas besoin de trop de marge pour l'enlever, tu n'empêches qu'une limette dans un Shetland, il faut que j'enlève la moitié de la mâchoire. Là. Fait qu'on les laisse pas grossir, on fait une biopsie dès le début. Ça aussi, j'ai essayé de les piquer, puis ça exfolie pas partout. Je vais essayer de voir. J'en ai d'autres. Fait que là, c'est plus un exemple où il a décidé de pousser en largeur puis qu'il déplace les dents. C'est souvent aussi dans la gencive attachée, mais ça n'a pas du tout la même apparence. Les puffs sont toujours lisses. Ils vont être irréguliers comme un chou-fleur, mais ils sont vraiment recouverts de gencives. À moins que le patient se le croque, ça ne saigne pas. C'est pas ulcéré. Mais les CA ont vraiment une apparence plus méchante. Je vais voir si j'ai d'autres photos. Ça nous tente. Fait que des fois, il a l'air moins méchant. Puis, il me semble que... Non, ça, c'était mon puff de chat. Je peux sûrement trouver d'autres photos de CAA. La recommandation pour ces tumeurs-là, c'est de les retirer avec... Avant, on disait 1 cm de marge. Et puis, récemment, il y a une étude qui est parue qui a montré que ils ont suivi un paquet de cas qui avaient eu des marges pas saines à l'histo. Et malgré ça, il n'y a pas eu de récurrence clinique dans le patient. Fait que maintenant, la recommandation, c'est de couper avec 5 mm de marge. Et si par malheur, on a des marges qui ne sont pas propres, on va quand même, ou c'est très raisonnable de dire on attend et on voit si ça revient. C'est sûr, si on a un client motivé, on peut y retourner, là, mais il y a une grande majorité de patients chez qui ça ne revient pas. Fait qu'il faut aviser les gens, évidemment, que ça se peut que ça revienne, mais c'est comme pas la tumeur la plus agressive du monde. Je peux trouver d'autres photos, mais bon, les tumeurs, ça ressemble un petit peu toujours à rien. Ça ressemble toutes. C'est rare. Cette tumeur-là, elle a tendance, elle peut ressembler des fois au carcinome spinocellulaire, des fois au fibrosarcome. Elle n'a pas comme une apparence super typique. Bon, mais je trouve pas des tonnes d'autres photos. Même moi, je l'ai plus faite, moi. Cette année, je pense que je n'ai même pas vu de CA. C'est le fun pour moi à couper parce qu'on n'a pas besoin des grandes marges, puis souvent on peut s'en sortir, puis on sait que le chien va bien aller après parce qu'il n'y a pas de risque de métastase. Fait que habituellement, c'est quand même une bonne idée. Bon, je trouve pas d'autres photos. Au pire, je t'en enverrai. Je sais pas si on le Google. S'il y a des questions en attendant. Ah, les Google sont quand même belles. Là, voyez-vous mon Google? Non, oui. OK, ça, c'est quand même assez typique. Je ne peux pas comme il faut le grossir, là. Fait que, ça a l'air d'une masse qui déplace les dents, c'est dans la gencive attachée. Ça a un look un petit peu chou-fleur, mais aussi un petit peu serré. C'est pas lisse comme le puff. Ça aussi, c'est une assez belle lésion. Puis elle a plus poussé en grosseur, parce que c'est pas le look intraosseux, mais c'est définitivement un CA pareil. Ça peut devenir assez gros comme on voit là. Quoique ça, pas convaincu que c'est un CA. Puis il est comme trop lisse, il est trop beau. Puis ça pourrait tout à fait être une photo, une radio typique, là, où on a de la lise osseuse, les dents sont déplacées. C'est pas classique du CA en particulier, là, la plupart des tumeurs peuvent avoir ça, mais c'est plus pour faire la différence entre un puff ne va jamais donner ça à la radio. Fait que quand je vois ça, là, je fais vraiment plus une biopsie, puis là, je prépare mes clients
à ce qu'on s'en va en chirurgie ou bref, qu'il va y avoir une suite à ça, là, parce que ça ne sera pas une affaire simple là, quand on voit que là, c'est mangé et que les dents sont déviées. Il n'y a pas grand-chose qui dévie les dents et qui est gentil. On a des questions. Est-ce qu'il faut toujours enlever le ou les dents associées? Quand on parle de quoi? Ah, c'est pas spécifié. Ça fait peut-être une minute la question qui est rentrée. Mais la personne doit quand même écouter. Non, oui, ben c'est parce que des fois, tu sais, on parle d'un sujet puis on tape la question et le temps qu'elle se fait poser, on a changé. Mais regardez, je vais demander à la personne si elle peut spécifier pour les CA. Normalement, oui, parce qu'on va quand même prendre 5 mm de marge. 5 mm de marge, il n'y a comme aucune façon, vous n'allez pas inclure des dents là-dedans. Là. Fait que oui, si on veut faire une excision en bloc, oui, il va y avoir des dents qui vont être sacrifiées dans tout ça. C'est rare que c'est juste une, parce qu'elle va être entre les dents d'habitude, à moins qu'elle soit vraiment petite, là, mais d'habitude, il va y avoir au moins la dent de chaque bord qui va partir. Là. OK. Puis l'autre question, c'est donc, j'imagine que pour n'importe quelle masse, on fait une biopsie avant l'excision complète. Fait que ça, c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose pour ne pas avoir de surprise. C'est-à-dire biopsie incisionnelle avant d'enlever quoi que ce soit. La réalité, c'est que quand ça a l'air d'un puff, ça ressemble un puff à la radio, puis j'ai un client qui ne veut pas faire 2 procédures, puis comme ça arrive que je me risque puis que je fais une biopsie excisionnelle en avisant le client que c'est pas la marche à suivre, puis qu'une fois de temps en temps, ça se peut qu'on soit malchanceux puis qu'on trouve quelque chose de malin, puis que là, on est un petit peu dans le chenoute parce que toutes nos marches sont considérées contaminées puis il faut en aller encore plus grand après. Mais la réalité, c'est qu'on ne fait pas toujours le plan A, mais le plan A serait biopsie excisionnelle sur toutes les masses avant d'aller les enlever. Fait que dans le meilleur des mondes, je saurais toujours dans quoi je m'embarque. Puis je pourrais donc à l'avance choisir les marges. Par contre, là où je tranche habituellement, c'est oui, mettons, aller enlever quelque chose sur la gencive, l'envoyer en histopathe puis me rendre compte que c'est malin, c'est une chose, mais je m'en irais jamais en mandibulectomie sans savoir qu'est-ce que c'est. Tu sais, genre, ça a l'air d'un CA, je vais m'en aller en mandibulectomie sans la biopsie seulement, parce que il y a une différence entre 5 mm de marge, puis c'est un fibrosarcome qu'il me fallait 2, là. Fait que, à la limite, si vous faites une biopsie excisionnelle à la place d'une incisionnelle parce que les clients, si c'est qu'ils voulaient, ils ne veulent pas être anesthésiés 2 fois, ça double le prix, etc. Ça a au moins un petit peu plus de sens, mais jamais que j'irais faire une excision en bloc là, sur quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. C'est beau. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. OK. Fait que c'était pas mal mes 4 entités bénignes les plus fréquentes, mais sinon, on peut rentrer dans les affaires plus rondes. CA, ça peut avoir l'air de quelque chose de très plate une fois de temps en temps. Fait que c'est sûr que c'est un argument pour dire on biopsie toujours tout, même si, bon, dans la réalité, on ne fait pas toujours ça. Mais aussitôt qu'il va y avoir une masse, c'est sûr que dans mon rapport, vous allez voir que c'est écrit « Je recommande... » on n'a pas le choix d'indiquer au client que c'est vraiment ça la marche à suivre, parce qu'après ça, quand il faut pédaler par en arrière, puis dire « Ah oui, c'est revenu, c'est une cochonnerie, puis là, j'ai pas pris de photo, je sais pas où ce qui était, la gencive va guérir par-dessus mon excision, là, je n'en sais plus, blabla. » Ça devient un petit peu plus compliqué. À la limite, si vous faites une biopsie excisionnelle, parce que c'est ça la vie, prenez des photos en masse avant de quoi la masse avait l'air, de quoi votre plaie avait l'air, puis faites une radio pré et post, parce qu'évidemment, on fait toujours vos radios pré et post, n'est-ce pas? Pour qu'au moins on sache de quoi là ça avait l'air, etc., puis de où partait la masse. Fait, au pire des pires, si on se retrouve malchanceux, puis que finalement c'est malin ou c'est d'autres choses, c'est pas ce qu'on s'attendait, ben on a au moins une bonne base pour aller faire une plus grosse chirurgie après. Si ça vous a coûté des photos, je veux dire, c'est pas de quoi de super compliqué. Non? On a une question aussi. Oui? Précise. Pour l'hyperplasie gingivale due à la cyclosporine chez le chat et qui est atteint presque seulement autour des incisives et qu'on ne peut pas changer de médicament, est-ce que c'est une bonne idée d'enlever les incisives enfouies? C'est toujours la question,
si je veux faire la chose la moins invasive pour le patient, parce que si on était en humaine, puis j'avais pas besoin de l'endormir, puis que je pouvais de l'entretenir le mieux du monde, évidemment, j'aimerais mieux remettre la gencive dans un état et contrôler ses récidives. Dans la réalité, ça serait peut-être pas une mauvaise idée pour juste de dire on s'en débarrasse, puis les clients ont une procédure à faire, puis qu'après ça va être plus réglé. Mais là, on rentre dans qu'est-ce qui est plus facile pour les gens, puis qu'est-ce qui est mieux pour le patient, mais on sait qu'on fait toujours ce compromis. Mais je ne serais pas outrée de ça. Là. Fait que là, je vous ai parlé de l'améloblastome acanthomateux canin. Il y a d'autres sortes d'améloblastomes. Fait que si jamais vous voyez ça popper sur vos rapports d'histopathe, là, on a de l'améloblastome conventionnel, qui est un petit peu, lui, est plus le même qu'en humaine. Ça a tendance à faire des fois des lobules à la radio. Des fois, vous allez voir comme vraiment des logettes, des kystes qui vont être mêlés à votre tumeur. Ça ressemble plus à un améloblastome conventionnel. Pronostic aussi. En fait, tout ce que je vais vous dire, là, toutes les masses odontogènes, il y a quelques exceptions, là, mais dans la grande majorité des cas, ça ne fait pas de net. Fait que c'est toujours le même combat, c'est-à-dire ça envahit localement. Si on le laisse aller, ça va devenir tellement gros que ça va devenir ingérable. Mais si on coupe, le pronostic est excellent. Mais il faut quand même y aller avec des marges pour s'assurer. Fait que, si on coupe, ça se peut que ce soit quand même une mandibulectomie, mais avec pas de bilan d'extension, puis pas de net check par après. L'améloblastome conventionnel va faire plus des logettes, puis c'est le même pronostic, c'est-à-dire on l'enlève avec 1 centimètre de marge, qu'en général, on n'entend plus jamais parler. Ça, c'est malin. Ça, c'est très malin. Ça, c'est vraiment rare. Ah, les odontomes! Ah, ça, c'est beau. Ah, j'ai montré la radio de ça à la MDQ, là. Ça, c'est le type de masque qui peut arriver chez les jeunes patients. En général, ça va être des patients de moins de 18 mois qui vont montrer des masques souvent quand même assez grandes. Et c'est aussi souvent associé à une dent qui est cliniquement absente. Fait qu'il manque une dent dans le décompte quelque part, une dent d'adulte souvent. Mais j'ai déjà vu aussi qu'il manquait une dent de bébé. Mais comme, tu sais, ça ici, c'est possible que ce soit la dent de lait puis que la canine d'adulte, elle ne s'est jamais vraiment formée. Puis, je pense que ça vaut la peine que je vous trouve la radio. C'est tellement beau. Ça fait partie des masques qui sont possibles chez les jeunes patients. Ça, c'est une belle image. Dans le fond, ça va faire à la radio des denticules. C'est-à-dire que c'est une tumeur qui est très bien différenciée, puis elle a vraiment fait tout son possible pour former des dents, mais elle n'a pas tout à fait réussi. Fait qu'on va vraiment avoir de l'émail, de la dentine. Des fois, on est incapable de voir une pulpe. Puis quand on vide la cavité, mais ça donne ça, c'est-à-dire que ça donne vraiment des mini-dents ou des mini-tumeurs qui ressemblent vraiment beaucoup à des dents. Il y a une autre forme qui va être plus comme une masse amorphe de tissu calcifié, mais les odontomes, c'est vraiment très joli. Même chose, en fait, le pronostic est excellent. Cette radio-là est juste superbe. Là. Oh, JVD, je ne sais pas si tu roses. Je suis membre du JVD. Je vais aller dans mon même délai. Je vais vous le montrer. C'est des masques qui peuvent devenir énormes s'ils ne sont pas pris en charge. Fait qu'encore une fois, on voit un jeune patient qui manque une dent, on prend une radio. Fait que ça se peut qu'elle soit simplement incluse, ça se peut qu'elle soit juste pas là. Et ça se peut, dans des rares cas, que ça fasse un odontome. Par contre, le pronostic est excellent, puis on peut même, dans certains cas, s'en tirer avec simplement l'énucléation de la masse. Fait que c'est pas trop invasif. Fait qu'on n'a pas besoin de prendre les marges de toute la patente. Mais ça devient gros. Voyons, c'est so compliqué. Voyons.
Bon, ben, je le trouve pas, mais c'est pas grave. La radio était très belle. C'est plein de petites dents. C'est comme pathopneumonique. On le voit en petit ici, là. Il y a plein de petites dents dans le visage du chien. Ça c'est particulièrement gros, là. Fait que là, lui, je pense que ça a fini en maxillectomie parce que c'est énorme, et d'habitude, ça va former quoi qui est un petit peu plus gérable. On les voit ici aussi, là, toutes les petites denticules dans les dents, c'est très joli. Si je retourne en point, qu'est-ce que j'ai d'autre? Okay. Est-ce qu'il y a une capsule comme un kyste? Sur les odontomes, ouais, il y a comme une genre de membrane autour. Puis il peut y avoir un peu de liquide. Quand on l'ouvre, là, ça donne un peu des drôles de choses. Qu'est-ce que ça veut dire drôle de choses? Ben, on s'attend. C'est pas une tumeur comme une grosse masse. Ça va être. Ouais, ça va ressembler quasiment à plein de petits denticules dans un liquide, puis un gel ou un. Au point de te faire penser que c'est ça, au point d'un peu confirmer ton... Mais à la radio, il y a juste les odontomes qui font des denticules. Fait que si vous voyez un paquet de petites affaires qui ressemblent à des mini-dents ratées, ça peut pas être autre chose que ça. Fait que c'est très cool. Comme j'ai dit lors de l'autre conférence, j'ai comme appelez-moi si vous en avez un, c'est tellement beau. Puis ben, c'est suffit d'aller en chirurgie, retirer tout ça. Mais le pronostic est excellent. Là, le chien va passer une longue vie heureuse après ça. Est-ce qu'il faut enlever la capsule? Oui. Fait qu'on va énucléer ça. Puis idéalement, on le pogne quand c'est pas trop gros. Là, parce que ce qu'on a vu sur le chien que je vous ai montré, en fait, ils ont publié justement parce qu'il était énorme. Là, ça prenait comme la moitié des cavités nasales. Ça commence à être compliqué à énucléer. Là. Mais ceux que j'ai fait étaient à peu près gros, c'est ça, comme une noix de Grenoble, des choses comme ça. Peut-être ça, c'est plus facile à gérer. Là. Fait que c'est un peu pour dire on prend comme zéro marge dans le sens qu'on fait juste le peler. Mais c'est pas des tumeurs qui ont tendance à... Un peu comme toutes les tumeurs d'autogène, c'est pas super agressif sur les récurrences, puis ça fait pas de mètres. Si j'avais à choisir une tumeur pour mon animal, je choisirais une tumeur d'autogène. J'en ai eu un de ça dernièrement, un APOT, fait Amyloid Producing Odontogenic Tumor, fait une tumeur odontogénique productrice d'amyloïdes. Puis elle a son petit cousin là, qui est le FIAT, qui est la tumeur odontogène inductive féline, où dans le fond, c'est tous des dérivés de tissus qui veulent produire de la dent. Fait que ça finit par produire du mésenchyme, de l'amyloïde, ça essaie de produire de la fibre. Tu sais, ça finit par faire des espèces de tissus qui auraient comme voulu être de la dent à long terme et qui ont un petit peu raté leur coup. Là. Fait encore là, si ça pop un jour là, dans votre cytopathe, on se rappelle que c'est une tumeur odontogène, marge de 1 cm, risque de récurrence plutôt bas, puis pas de mètres. Fait que c'est tout le temps la même chose, chirurgie curative. Oh, je peux vous montrer ça. Ben, c'est pas tout à fait une masse, mais c'est une lésion ulcérative qui peut ressembler à d'autres choses. Il existe des palatites éosinophiliques chez le chien. Fait que ça peut ressembler à des petits ulcères sur le palais, puis sur le palais mou. Des fois, j'en ai avoir une autre là où c'est vraiment tout le palais mou qui est impliqué. Puis, c'est typique des huskies, apparemment. Ils en font plus que les autres. C'est pas connu pour être douloureux. Puis, on va le traiter comme tous les autres trucs éosinophiliques. Fait qu'on va essayer d'enlever les bols de plastique, changer la nourriture, voir si on peut trouver une cause allergique. Puis, si on n'y arrive pas, ben on met de la cortisone là-dessus. Puis, il y a les granulomes éosinophiliques de chat aussi qui sont quand même intéressants parce que des fois, ils peuvent nous faire penser à des tumeurs, mais c'est pas ça. J'en ai déjà vu qui est venu, il y avait vraiment une lésion pas belle sur la langue, là, puis tout le monde était super inquiet, puis j'étais comme, ah. On a fait une biopsie quand même pour confirmer, mais j'étais comme, c'est juste un granulome éosinophilique, puis on va traiter ça avec la PrEP, ça va s'en aller. T'envoies où tes cytopathes? Ah! Fait que la dentisterie, c'est un petit peu le underdog de la médecine vétérinaire, tu sais. Puis en patho, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, autant que nous, dans notre cursus, on n'a pas parlé énormément de dentisterie, mais les pathologistes, dans leur cursus, des fois, les tumeurs d'autogènes, ça a un petit peu... ça dépend en quelle année ils ont gradué, bref, s'ils ont lu les nouveaux livres, etc. Fait que moi, je ne me casse pas la tête. Je les envoie aux États-Unis
à une compagnie qui s'appelle SOPA. C'est for Animals. Bref, c'est Cindy Bell, qui est la pathologiste. Elle ne fait que des tumeurs orales et c'est elle qui écrit les livres de patho orales pour les pathos. Fait que j'aime bien les envoyer à elle directement. Ça coûte plus cher que IDEXX, par exemple, ou toute autre compagnie là, de biopsie avec laquelle vous faites affaire. Puis il faut l'envoyer par FedEx, fait que c'est un petit peu plus long. Par contre, quand elle me sort une tumeur un peu plus rare, j'ai pas besoin d'une deuxième opinion parce que d'habitude, c'est elle la deuxième opinion. Fait que j'aime ça, envoyer mes trucs à elle parce que ça m'est arrivé une fois d'ailleurs qu'elle m'a sorti un diagnostic. Il y a comme 4 cas dans la littérature de tout ça. C'est une affaire super, super rare que je ne verrai probablement plus jamais dans ma carrière, mais du fait que c'était elle qui m'a sorti le diagnostic, j'étais confiante que c'était ça. Puis là, je me suis pas mis à chercher ailleurs s'il pouvait avoir une autre explication. Puis, disons, as-tu un plan B? Tu sais, comment qu'on aime ça, se faire dire ça par les clients? Mais là, as-tu, tu sais, comme localement, as-tu une préférence quand tu peux pas ou, tu sais, j'imagine en fait, ça m'arrive quand... C'est quoi que j'ai fait l'autre fois? Le patient n'allait pas bien, puis je voulais pas attendre 2 semaines après SOPA. Puis je pense que les gens ne voulaient pas aller en maxillectomie de toute façon. Fait que ça allait être comme terminal, là, comme si le diagnostic tombait malin. Fait que rendu là, je m'en. C'est comme, c'est une sorte de quoi là, qu'il y a 10 mitoses par champ. Tout, peu importe le diagnostic, je sais que ça va être la fin pour ce chien-là. Fait que dans ce temps-là, ben, n'importe qui de local, là, d'habitude, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais, je veux dire, les pathologies sont toutes capables de différencier un ostéosarcome d'un fibrosarcome d'un mélanome. C'est plus quand on tombe dans les FIAT, justement, les APOT, puis les maladies dysplasiques de l'os, puis de mandibulaire, puis de plein d'affaires, que là, c'est un petit peu plus... que des fois, je me méfie un petit peu plus des diagnostics, mais si vous collez carcinome spinocellulaire, c'est pas mal confiant qu'on est ça. Là. Parfait. Il y a une question qui est, la personne désire ses coordonnées. On peut, à moins que tu l'aies sur le bout des doigts, là, mais on peut l'inclure dans l'infolettre pour que tout le monde puisse la voir. Je l'ai dans ma barre, mais de mon ordi de travail, fait que j'aurais pu le sortir. OK. Ben regardez, je me suis mis une petite note, puis je vais vous envoyer ça dans l'infolettre. Fait que vous allez trouver les coordonnées, ainsi que, c'était quoi donc? Les noms de médicaments qui causent l'excroissance de la gencive. Parfait. Merci de prendre des notes parce que mon petit poisson rouge qui me sort le cerveau des fois. Ben non, écoute, c'est mon rôle. Je cherche une photo de granulome éosinophilique de langue qui n'a pas l'air gentil, mais qui est gentil finalement. Bon, j'en ai pas. Sinon, j'ai quand même vu passer des belles photos dans mon affaire. Le carcinosis circumscripta, il était où? Ah! Ça, c'est cool. C'est des tumeurs. Ça aussi, ça arrive en général chez les grandes races. On voit ça chez les labs, bergers allemands. C'est pas impossible chez un autre patient, là, mais c'est comme le typique. Puis, typiquement, c'est un patient d'à peu près 3 ans. Puis en fait, c'est pas du tout une tumeur, c'est un dépôt comme de calcium dans la peau. Pas dans la peau, dans la langue, dans ce cas-ci, mais c'est analogue à ce qui se passe dans la peau là, chez les patients là, qui ont eu de la PrEP pendant des années. Alors que ces patients-là, par contre, ne sont pas nécessairement sur PrEP. Mais ça a une apparence un peu crayeuse. Fait que voir une masse dans la langue, c'est ferme. Puis si vous le radiographiez, ça vous donne une masse comme super radio-opaque. Fait encore là, il n'y a pas 36 affaires qui font ça. Un gros spot blanc sur votre radio blanc, là. Carcinosis circumscripta. C'est assez rare, mais c'est le fun quand on en voit. Encore là, il faut l'enlever avec des marges. Là, c'est pour ça que des fois, les gens les envoient parce qu'on n'est pas habitué de couper des langues et puis ça fait le sang. Fait que je ne faut pas pour les envoyer, c'est pas le fun à faire. Même chose, si on les traite pas, ça grossit. Ça finit par devenir assez gros. Puis rendu là, si le patient se le croque, blablabla, ça devient super compliqué. Puis dépendamment de c'est où dans la langue, quand c'est rostral, c'est super facile. En tout cas, c'est plus facile à enlever et à guérir. Mais si on se rend compte que c'est plus central dans le gros muscle de la langue, ça devient plus du sport à enlever. Fait que ça peut être quelque chose qu'on voit chez les petits patients. Ça commence très petit. Moi, j'ai une patiente, celui que j'ai fait,
C'était gros comme un pois chiche à peu près. Puis la cliente était comme ah oui, mais tu sais, je l'ai remarqué pour la première fois, tu sais, c'était gros comme un grain de riz. Puis là, avec les mois, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Fait que là, après 6 mois, là, je vous consulte. Puis là, j'étais comme ouais, tu sais, le grain de riz, il aurait été vraiment plus simple à enlever. Mais voilà, question de ça comme scripta, c'est pas méchant du tout, aucune métastase. Il faut l'enlever au complet. Mais tu sais, on prend vraiment pas de marge. On fait juste couper ce qu'on voit. Puis en général, c'est très clair si on est dedans versus si on n'est pas dedans. Ça ressemble à de la pâte de craie bouillie là, ou à du plâtre. Là, genre, c'est très crayeux. Puis voilà. C'est cool. C'est pas méchant. Bon, sinon, il y aurait ça qui est le carcinome spinocellulaire papillaire, qui est comme une variante du carcinome spinocellulaire. Puis je pense que je la classerais dans les tumeurs bénignes parce que la différence avec le vrai carcinome spinocellulaire, c'est que cette variété-là ne fait pas de métastase. Fait qu'encore là, si jamais vous voyez ça popper dans vos histopathes, ben, le papillaire, c'est des bonnes nouvelles pour votre patient. Oui? Est-ce que tu montres quelque chose à l'écran? Parce que là, ah oui, excuse-moi. J'ai sharé la mauvaise affaire. Mais mon Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas vu mon calcinosis circumscripteur non plus. Là-dessus. Il n'y avait pas d'ordre, hein, évidemment, c'était un quiz que je me faisais. Bon, ça, c'est mon calcinosis circumscripta. Des fois, c'est moins lobulé que ça, là, mais ça va faire une bosse. Puis des fois, par transparence, ça a l'air un petit peu blanchâtre, même juste en la regardant. Puis à la radio, ben, gros spot blanc sur la radio. Une des raisons pour lesquelles je palpe toujours les langues de mes patients quand ils sont sous anesthésie, ça fait partie de mon examen de bouche. C'est-à-dire non seulement je la regarde en haut, en dessous, etc., mais je m'assure de la palper pour être sûr qu'il n'y a pas des masses qui se cacheraient dans le milieu du muscle. Et puis, mon carcinome spinocellulaire papillaire. Honnêtement, ça ressemble à un carcinome spinocellulaire, mais si ça vous sort papillaire à l'histo, moins méchant. Fait qu'on l'enlève quand même avec 1 centimètre de marge. Ça va grossir si on ne traite pas, mais ça ne fait pas de net. Et puis, par contre, qu'est-ce qui est un peu particulier du carcinome spinocellulaire papillaire, c'est qu'il peut avoir lieu chez des jeunes patients. Fait que ça a été vu, je pense que le plus jeune avait 6 mois d'âge, mais tu sais, des patients de 1 an, 18 mois, ils ont ce type de carcinome spinocellulaire-là. Les vieux peuvent l'avoir, mais c'est plus typique chez les jeunes, ou plutôt, notre différentiel chez les jeunes est plus restreint que chez les vieux. Fait que ça va faire partie de mon différentiel de jeunes. Et puis, il y a une autre chose que je voulais montrer. Ah! J'ai trouvé ma photo de granulome éosinophilique. Fait que sur la langue, ça ressemble à ça. Je peux me grossir, hein? Fait que ça fait une grosse excroissance. Ça peut avoir l'air un peu sanguinolent. Des fois, il y a comme des plaques blanches dedans ou c'est épais. C'est souvent comme la langue mécodale. Fait que des fois, les clients vont l'apercevoir là, parce que le chat baillé, des choses comme ça. Puis des fois, ça devient assez gros là, que le chat peut taponner un petit peu quand il mange. Mais au final, c'est pas une tumeur. Fait que c'est une bonne nouvelle pour le chat. Puis sinon, mais toutes les granulomes éosinophiliques de lèvres, ben, vous en avez sûrement déjà vu. Ça n'est une palatite éosinophilique de chien. Donc, le pronostic est bon avec une chirurgie. Ben, en fait, est bon même avec le traitement médical. Fait que si c'est très gros, je vais l'enlever, mais si c'est juste une petite plaque ou si c'est des ulcères sur la lèvre, je touche même pas ça en chirurgie, ça s'en va en dermato. Moi, je gère pas ça. Ou bien, je peux vous partir, là, mais je vais pas vous rendre bien loin dans les lésions de chien. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Les chewing lesions. Fait qu'on voit ça des fois, soit au coin de la joue de nos patients, petit chien, grand chien. C'est comme un épaississement, c'est souvent dépigmenté comme ça ici. Puis des fois, c'est comme
ça a un peu des projections, mais c'est comme mollasson. Puis, il y en a en dessous de la langue aussi, des fois. C'est l'autre site qui est quand même classique, là, ça va être vis-à-vis la 9 souvent. Ça fait une espèce d'excroissance, c'est comme tout mou, c'est flasque. Ça a l'air comme un peu kératinisé. Puis, en fait, c'est ce qu'on appelle des lésions de mastication. Fait en dessous de la langue, souvent, ça a commencé, il y a eu un petit épaississement parce que souvent, la grosse 9 est pleine de tartes. Fait que la gencive va épaissir un petit peu, pas la gencive, mais la muqueuse sous-linguale. Et puis, là, le patient, des fois, se met à se le croquer. Ça devient encore plus gros parce que c'est inflammé. Puis, il se le croque encore plus. Vous voyez le genre. Mais on voit ça aussi typiquement dans nos examens, là, dans le fond de la bouche. C'est juste que quand il ferme la bouche, bien, des fois, il se mastique ça un petit peu. Encore là, tout à fait bénin. Puis quand c'est gros puis que le client se le croque, ben on va en faire l'excision. Mais si c'est juste un épaississement puis ça n'est pas la mastication, on le laisse tranquille en général. J'ai des plus belles photos que ça, mais c'est sur mon ordi job, j'en ai. La question tantôt pour la chirurgie, le pronostic, c'était bon. En fait, c'était dans le cas d'un carcinome spinocellulaire papillaire, c'est ça? Si le pronostic était bon avec une chirurgie. Pour le carcinome spinocellulaire papillaire, oui, le pronostic est excellent. Puis ça ne fait pas de mètres, ça fait qu'on est plus content d'avoir ça qu'un carcinome spinocellulaire ordinaire, dont on va discuter le mois prochain. Chewing lesion, avec haute lésion bénigne là, dans la bouche. Puis évidemment, n'oubliez pas que les chiens ont les chats aussi, ont une papille incisive, là, comme centralement, là, juste derrière les incisives, et puis que ce n'est pas une masse, c'est normal. Ça fait partie de l'anatomie normale. Je pense que j'ai des photos de ça dans mon Mendeley. Parce que des fois, c'est arrivé quand j'étais encore à la fac, là, des fois, je voyais dans un dossier, là, il y a une petite bosse en arrière des incisives. Dans l'examen oral, les gens étaient tout fiers d'avoir fait un examen oral. Ils me décrivaient la papille incisive. Incisive. Fait qu'on ne biopsie pas la papille incisive, s'il vous plaît. Chérie. Ici. Bon, fait que ça ressemble à ça ici. Dans ce cas-ci, c'est sur un braquis, puis c'était un article sur les crêtes du palais, comment elles peuvent être anormales et comment aussi elles n'ont jamais été décrites dans aucun livre d'anato, puis il y a toutes sortes de configurations qu'elles peuvent prendre, mais il y a aussi 6 types de formes de papilles incisives là, qui peuvent être, qui ont été décrits chez l'humain, puis qui sont quand même visibles chez le chien. Hein. Fait qu'on a justement des en diamant, en 8, en toutes sortes de choses. Fait que c'est beau, les papilles incisives. Ils peuvent avoir toutes sortes de formes. Fait que si c'est directement derrière les 2 incisives, centrale, maxillaire, puis que ça semble un peu mou, c'est normal, ça fait partie de nos petites bosses. Comme ça ici. Puis donc, ça, c'était juste aussi pour montrer chez nos petits brachycéphales qu'on les a tellement modifiés qu'ils sont rendus, qui font toutes sortes de débris à l'intérieur de leur plaque, de leur crête de palais et ça fait des palatites. Hein, c'est le fun. C'est quoi ça? Oh, excuse. J'ai vu quelque chose, j'ai vu comme... Fait que, bref, c'est à peu près le seul article là, qui décrit brièvement les papilles incisives. Hein. Mais autre petite bosse qui est normale chez chien. Même chose, les papilles des glandes salivaires aussi. On ne biopsie pas, s'il vous plaît. Question? Pas pour l'instant. J'ai passé au travers des affaires les plus communes, puis on a même parlé des choses rares. Là, fait que on a fait le tour de ce qui est gentil dans la bouche. Il n'y a pas de questions pour l'instant. C'est plate à quel point c'est mal décrit dans... Il faut autant que j'aille fouiller dans 4-5 articles différents pour voir une image des glandes salivaires, une image des caroncules sous la langue, une image de la papille incisive. Il n'y a comme jamais un livre qui a comme vraiment pris toutes les structures dans la bouche. C'est une photo des arches palatoglottes, une photo des tonsilles, une photo... C'est... Même la bouche, je disais, c'est la dentisterie, c'est le underdog, la médecine vétérinaire, mais même en anatomie, la bouche, c'est comme le underdog.
n'y a pas des belles photos de bouche, puis pas les lésions, mais même les structures anatomiques sont pas décrites de façon complète dans tous les ouvrages. Il faut souvent que tu lises 4-5 ouvrages pour avoir une idée globale là, de tout. Work in progress, je vais vous faire ça un jour. On a une question ici. Que fais-tu pour les showing lesions? Showing, je sais pas comment. Chewing. Chewing. Si elles ne nuisent pas à la mastication, ça veut dire que le chien ne les croque pas, je les laisse tranquilles. Si par contre, ils se les croquent, on peut aller les enlever. Encore là, c'est une des fois où la radiochirurgie est mon amie. Sinon, il y a une technique, je ne sais pas si je vais être capable de le trouver. Non, je ne veux pas que tu cherches dans tout. Peut-être celle-là, cet article est quand même beau. Ça décrit comment les enlever avec la pince. Ça en est un autre en dessous de la langue là, qui est typique. Là, ça a une apparence un peu flasque, c'est un petit peu épaissi. Mais c'est pas ulcéré, là, ça n'a pas l'air méchant. Puis, si vous palpez la langue, ça ne se rend pas plus loin. Là, ça reste vraiment juste comme dans le tissu sous la muqueuse. Puis, de toute façon, si vous n'êtes pas sûr, vous faites une biopsie. Hein, ça me dérange beaucoup moins que vous fassiez des biopsies pour rien que de... Ah oui, le chien qui s'est passé la langue dans la déchiqueteuse. Oh! Moi, je fais des cauchemars en pensant au Vitamix. Fait que j'imagine dans déchiqueteuse. Pour le papier. Mon Dieu. Ça y est, ma déchiqueteuse va être un autre granulomyosinophile. Va être sur le balcon ce soir. J'avais jamais pensé à ce scénario-là, mais là, juste à y penser, ça me... Mais c'est que je me semble qu'il y a... Ah oui, on peut avoir des petits poils sur la langue. Il y a une photo quelque part. Bref, les chewing lesions sous la langue. Il y a une technique. Je vais essayer de le retrouver là, tranquillement. Au pire, je vous l'enverrai dans le courriel, là, mais on peut le pincer, puis le couper, puis là, passer notre suture autour de notre pince, puis ensuite on lâche notre pince, puis on ferme notre continu. Là. Fait que c'est la même technique pour les tonsilles, en fait. Je suis sûre que vous faites ça dans d'autres chirurgies. J'ai vu ça dans des techniques de chirurgie qui ne sont pas juste dans la bouche, là. Mais si répéter, c'était pas clair pour moi. C'est sûr, je suis pas en pratique, là, mais c'est quoi l'espèce de... Fait que pour les chewing lesions qui sont sous la langue, que le patient s'accrocherait puis qu'on déciderait qu'on veut aller les enlever parce que le patient serait mort, on peut... Vas-y. Tu clampes la base de la lésion, tu la coupes, puis là, il te reste une plaie. Fait dans le fond, tu vas faire une suture continue en incluant ta pince. Puis là, tranquillement, tu desserres ta pince, puis tu retires ta pince, puis tu serres ta continue, puis là, ça fait comme une belle lésion qui ne saigne pas. Puis ça a l'air bien plus facile t'as toujours l'air tellement facile dans le livre, là, tu viens pour le faire, puis c'est la merde, là, mais bref, ce serait ça la technique. Je l'ai-tu déjà fait? Oui, je l'ai déjà fait. Mais je pense que je l'ai suturé. Tu sais, on peut juste faire des points simples discontinus, puis that's it, là. Fait que, mais le seul moment où que j'y touche, c'est si je vois que le patient se croque. Sinon, on laisse ça tranquille. Parfait. On a vu. Ah oui. Tant qu'à ça, si vous faites des biopsies, là, le punch, là, c'est vraiment votre ami, là, que ce soit la langue ou d'autres choses. Là, ça fait des belles lésions sans écraser les tissus. Tu sais, un puff, ça va bien avec ça, même si elle suffit un petit peu, là, le punch, il vient bien à bout de tout ça. Les CA aussi. Bref, j'utilise vraiment souvent le punch quand je fais des biopsies. J'ai pris goût à ça, j'aime vraiment ça. Puis, tout le monde en a. Donc, n'hésitez pas à faire ça à la place des wedges. Des fois, je trouve ça plus facile à fermer. Puis, je pense que les pathologistes aiment ça justement parce que ça fait des belles carottes pas écrasées. Je trouve pas d'autres photos de chewing lesion de même. C'est quoi son nom scientifique à lui? Je sais pas. Est-ce que tu sutures après ta biopsie avec ton punch? Habituellement, oui. Parce que ça saigne. C'est sûr, ça m'est déjà arrivé dans une tumeur maligne où le tissu s'effrite puis que, tu sais, je veux dire, c'est de juste faire une bonne pression puis d'attendre puis que ça reste comme ça. Mais si je suis capable de fermer, oui, je ferme. Fait que souvent, si je fais un punch, ça fait un rond, fait qu'il y a un petit point en X d'habitude.
ça fait une belle job. Mais tu sais, un puff, ça devrait pas se saigner, ça devrait être facile à refermer. L'hyperplasie gingivale, ça devrait. Ben, l'hyperplasie gingivale, si vous faites de la chirurgie, vous faites juste envoyer votre dessus. Mais si vous voulez faire un punch avant, ça se ferme assez bien aussi. La méloblastose. Tu sais, une masse qui se tient, là, d'habitude, ça va se refermer assez bien. Une langue, ça se referme assez bien aussi. Les points simples discontinus encore. Tout le monde est tranquille ce soir? Oui, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si tu... On a dépassé 8 heures. On peut aussi s'en venir à ça. Puis on a pas mal passé les choses qui sont gentilles dans la bouche. La semaine prochaine, on peut parler de ce qui est vraiment pas des bonnes nouvelles. Parfait. Est-ce que tu pourrais départager ton écran? Ah oui, excuse-moi. Juste pour dire une bonne fin de soirée à tout le monde. Oups! Ah, je crois qu'il y a une question qui vient de rentrer. Qu'est-ce que tu utilises pour faire une biopsie du mandibule ou maxillaire? Une fraise 701? Si je veux prendre un morceau d'os, j'aime bien le rongeur. Si c'est trop dur pour mon punch à biopsie, parce que si c'est un peu mou, souvent mon punch à biopsie va faire la job pareil. Fait que le punch, c'est vraiment plus, c'est comme la première affaire que je vais chercher quand je peux m'en sortir avec ça. Puis si je veux un morceau d'os, j'aime bien mon rongeur parce qu'étant donné qu'il est creux, tu sais, je veux dire, les lames coupent, mais je vais prendre ce que j'ai pris à l'intérieur de ma pince puis je le mets dans une petite cassette. Puis je vais envoyer ça. Fait que souvent, ça va être ça, mon deuxième choix d'instrument pour faire une biopsie osseuse. Puis ben, tissu mou, ben n'importe quoi, là, vous prenez un scalpel, puis vous prenez des morceaux. Super. Bon, ben je crois que c'est la fin. On n'a plus d'autres questions. Merci à vous tous d'être en aussi grand nombre un lundi soir en plus après un congé de Pâques où je suis certaine plusieurs qui ont travaillé en plus. Donc, juste pour récapituler, je vais vous envoyer une infolette avec l'enregistrement de ce soir, l'invitation pour le lundi 16 mai où on va parler des masses orales malignes. Je vais vous envoyer le nom des médicaments qui causent l'excroissance gingivale. Je vais vous envoyer le nom du contact de Dr. Cindy Bell, qui est pathologiste aux États-Unis. Et puis, stay tuned parce que bientôt, on va avoir ce nouveau formulaire-là. Honnêtement, j'ai pas besoin de vous expliquer le formulaire, là. Ça va être assez simple. La seule petite chose qu'on aimerait beaucoup atteindre comme objectif, ça serait de minimiser le nombre de courriels, tu sais, que tout le monde puisse, si un cas passe d'une demande d'information à une demande d'estimé, à une demande de rendez-vous d'évaluation, qu'on puisse tout le monde reprendre le même cas puis juste forwarder le courriel comme ça va vous faciliter la vie, vous sauver du temps, puis pour nous aussi par le fait même. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de peaufiner. Je pense que vous allez trouver ça très sympathique. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Josée, on n'a toujours pas de questions. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou? Non, c'est cool pour les formulaires parce que quand je reçois une question, des fois, quelques semaines plus tard, ça vire en rendez-vous. Puis des fois, je ne fais pas le lien que c'est le même patient. Parce qu'on souvent, on n'a pas parlé du prénom du patient, des choses comme ça. Fait que si c'est dans le formulaire, ça va être cool. Puis aussi pour vous, si on passe de formulaire requête de consulte à requête de chirurgie, mais vous n'avez pas besoin de tout rentrer les autres affaires. Vous faites juste comme changer de formulaire, puis les infos vont être déjà là. Fait que ça vous enlève aussi de la paperasse. Fait que tout le monde aime moins de paperasse. Là, actuellement, le modèle qu'on a utilisé, là, on a encore des petits tests à faire, mais quand vous complétez le formulaire, peu importe le type de formulaire, il y en a juste un, puis selon la raison pour laquelle vous le complétez, il y a des questions différentes qui vont s'afficher. Après ça, vous recevez vos réponses, puis vous pouvez les éditer. Fait que vous voyez, ça rend la vie de tout le monde beaucoup plus simple. Donc, ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci Josée, encore une fois pour ton temps, et on se revoit dans un mois. Bye! Merci, bonne soirée.